le schéma inverse n'est pas possible. Et bien sûr, toute cette démarche-là, elle débouche sur une décision qu'on va apporter sur la confirmation métrologique de l'instrument. C'est-à-dire, on va dire que l'instrument est conforme, est confirmé ou pas, c'est-à-dire, d'une autre façon, est-ce que votre instrument il est apte à l'utilisation ou bien il n'est pas apte à l'utilisation. Et tout ce diagramme, ce schéma, il traduit en quelque sorte les exigences de la norme ISO 10012, donc la norme qui traite un peu de la maîtrise des processus de mesure, avec 3 niveaux. Le niveau 1, qui est en vert en fait, c'est le niveau de l'utilisateur. Le niveau 2, qui est en bleu, c'est le niveau de la fonction métrologique au sein d'un laboratoire, au sein d'une entreprise au sens large. Et enfin, le niveau 3, qui est le niveau des laboratoires d'étalonnage. Donc, ce sont des laboratoires, on suppose qu'ils sont des laboratoires accrédités selon le référentiel ISO 17025. Ceci nous amène à cette notion d'accréditation. Ça va être aussi l'occasion de vous donner la définition en français. Donc l'accréditation, c'est la reconnaissance formelle de la compétence technique d'un organisme d'évaluation de la conformité par un organisme faisant autorité sur le plan national et ou international. Bien entendu, les organismes d'évaluation de la conformité, acronyme OEC, on dispose d'un certain nombre d'organismes qui sont en termes de référentiels d'accréditation soumis à l'ISO 15189, notamment pour les laboratoires d'analyse, à l'ISO 17025, pour les laboratoires d'essai, mais aussi pour les laboratoires d'étalonnage. Les laboratoires de métrologie en matière d'étalonnage, bien sûr, c'est l'ISO 17025, mais il y a de nos jours un nouveau référentiel qui est l'ISO 17043, qui a remplacé le guide ISO 43. Et bien sûr, c'est une norme aussi importante parce qu'elle permet, elle décrit les processus d'intercomparaison, sachant qu'en fait cet aspect d'intercomparaison, c'est l'élément le plus pertinent et le plus fort pour apporter une preuve tangible quant à la compétence d'un laboratoire d'étalonnage. Mais il y a aussi, comme organisme d'évaluation de la conformité, les organismes de certification, que ce soit pour la certification système, donc c'est l'ISO 17021, ou bien la certification produit, le guide ISO 65, ou bien la certification des compétences des personnes, l'ISO 17024. Et enfin, il y a les organismes d'inspection qui sont, pour apporter la preuve de leurs compétences, sont soumis à l'accréditation par les organismes d'accréditation selon le référentiel ISO 17020. On va quand même parler un peu des laboratoires d'étalonnage et des laboratoires d'essai parce que c'est l'élément qui nous concerne le plus. De toute façon, là, je schématise un peu la pyramide qui va traduire un peu l'ensemble des documents qui vont permettre d'organiser le management au niveau d'une entreprise, au niveau d'un laboratoire. Et en fait, cet aspect organisationnel, on le retrouve pratiquement dans toutes les normes ou bien dans tous les référentiels d'accréditation, que ce soit l'ISO 17020, que ce soit l'ISO 17021, que ce soit l'ISO 17025. Pratiquement, on retrouve souvent cette approche pyramidale. Le haut de la pyramide, c'est le manuel qualité, donc le manuel ou bien le manuel de management de qualité de l'entreprise. Il y a les procédures, principalement les procédures organisationnelles, mais aussi les procédures que ce soit organisationnelles au niveau
au niveau général, mais les procédures aussi organisationnelles au niveau technique, les modes opératoires et les instructions, et en fin de compte, les formulaires d'enregistrement. Bien sûr, le manuel qualité, il décrit l'organisation générale, les procédures décrivent un peu le savoir-faire organisationnel, les modes opératoires, les instructions, ça décrit le savoir-faire technique, et enfin, les supports d'enregistrement, ce sont en fait les supports de preuve qu'on est amené à montrer aux différents évaluateurs des organismes d'accréditation lorsqu'ils débarquent pour accréditer n'importe quel laboratoire. Bien sûr, ici, je ne vous apporte pas des éléments nouveaux. En fait, je dirais, c'est une pyramide classique. Par contre, j'ai essayé de reprendre un peu cette schématisation sous forme de pyramide pour la décliner sous forme je dirais, de processus. Je vais essayer d'aller vite. Bon, bien sûr, la politique qualité, c'est un document qui décrit l'organisation générale de l'entreprise, ses objectifs, sa vision. À partir de là, il y a un système qui est déployé, qui est mis en place. Donc la mise en œuvre du système, ça nécessite notamment un contrôle, un audit. Souvent, c'est un audit interne. Et puis des actions correctives qui sont déployées pour corriger systématiquement les défaillances rencontrées, mais surtout pour améliorer le système mis en place. Et à partir de là, on retrouve un peu le cycle en bleu. Donc c'est un cycle continu. Donc ça va, c'est ce qu'on appelle souvent le cycle PDCA, Plan Do Check Act, de la roue de Deming. Je reviendrai à cela tout à l'heure, bien tout de suite. Donc ça, c'est au niveau du système. Et puis, vous avez, par rapport à ces actions correctives aussi, vous avez annuellement une revue de direction. Donc, souvent, c'est une revue annuelle, mais ça peut être plus que ça. C'est une revue qui permet un peu de revenir un peu sur les décisions stratégiques du management du laboratoire ou de l'entreprise, sachant que là aussi, il y a cette fameuse roue PDCA, cette roue de Deming, qui devrait être déployée pour, disons, voir un peu si les objectifs mis en place, si la stratégie de l'entreprise, elle est conforme par rapport au déploiement sur le terrain. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des qualiticiens la démarche de l'amélioration continue ou la roue de Deming, la roue PDCA, P pour dire planifier, D, do, donc faire, C pour contrôler et A pour agir. Et donc cette fameuse roue permet de décrire à partir d'un manuel qualité ou d'une organisation au sens large qui est mise en place pour atteindre des objectifs bien déterminés. Et si par rapport à ces objectifs, lorsqu'on compare les résultats par rapport aux objectifs, parce que ça c'est une notion très importante, la notion d'approche par résultat, ça nous permet d'atteindre des objectifs d'une part, mais d'autre part aussi, il va falloir que cette démarche vise à l'amélioration continue.